Hello féru de savoir. La conquête spatiale obnubile Kennedy. L'Amérique vient de perdre de sa brillance face à l'URSS, il est temps d'impressionner les autres. Ce sera chose faite avec les missions Apollo. Laisse-moi te raconter l'histoire du premier homme qui a posé un pied sur la Lune et de sa mission Apollo 11. Et je ne vais pas n'importe où, je vais à l'Observatoire des sciences et de l'univers de Grenoble qui a bien voulu m'accueillir, moi et mon équipe, avec des décors qui collent parfaitement au Tea Time. Alors, c'est parti ? C'est le 5 août 1930 dans l'Ohio que Neil Alden Armstrong voit le jour. Il a 2 ans qu'il s'amuse déjà devant des courses aériennes avec son père, c'est dire s'il n'avait pas déjà un pied dans le costume d'astronaute. À la manière de Stéphane Plaza, il va de maison en maison puisque son papa a un métier très difficile, il est commissaire aux comptes de l'état de l'Ohio, du coup il faut qu'il aille de maison en maison, d'appartement en appartement, de résidence secondaire en résidence secondaire, bref, il déménage souvent. Alors un pied dans le costume c'est bien, mais il est où le deuxième ? Il est où le deuxième Neil ? À 6 ans il fait son premier baptême de l'air, ça confirme complètement son amour pour l'aviation et en plus de ça il fait les petites maquettes. Tu sais, ces petits morceaux de carton qui payent pas vraiment de mine et qui pourtant au bout du compte sont magnifiques et ressemblent complètement à une maquette d'échelle réduite. Et dès 8 ans, Neil il a déjà cette habilité et cette patience parce qu'il en faut de la patience. Sinon ça finit à la poubelle. Tu vois, il suffit que tu te colles les doigts avec un bout de papier, c'est poubelle. À l'adolescence, pour se payer des cours de pilotage, il va lui falloir de l'argent, beaucoup d'argent. Alors du coup, il va faire des petits boulots pour arriver à ses fins. C'est d'ailleurs toujours un très bon moyen d'arriver à ses fins de faire des petits boulots. Alors je dis pas qu'il va travailler à McDo, mais quand même. Et puis ses fins finalement, c'est raccordé à sa passion. C'est l'aviation, il faut s'en donner les moyens. Si tu aimes ce que tu veux faire, donne-toi les moyens. Pendant sa jeunesse, il est diagnostiqué de cinétose. C'est le mal de transport. Le vomi. Là comme ça tu te dis, comment on peut devenir astronaute si on a le mal de transport et donc de l'espace et donc du mouvement ? Faut pas déconner, tu te fous de ma gueule, non ? T'inquiète, avec les années ça va passer, et j'espère que ça fera pareil pour moi. Je peux rien faire tant que ça bouge comme ça, c'est horrible. Pour être un bon équipier et avoir l'esprit d'équipe, il faut de la cohésion, de l'amitié, faut être comme ça, faut être soudé. Eh bien il faut passer par les scouts évidemment, même si comme ça tu te dis, ce sont ceux qui nous vendent des bonbons à la menthe et au chocolat. Pas que. Eh bien, il rejoint les Scouts of America. Et il atteint le rang le plus élevé, Eagle Scout. Neil a 16 ans quand il obtient son brevet de pilote. Le voilà prêt à prendre le chemin de l'air, mais sûrement pas de la terre, puisqu'il a son brevet de pilote avant d'avoir son permis de conduire. Pas de voiture, seulement les avions de chasse, Fan d'aviation, donc très bien, mais aussi fan d'astronomie. J'aimerais bien ça dans ma chambre, démerdez-vous. À ne pas confondre, attention, avec l'astrologie, qui est la science des signes astrologiques. De ce fait, Monsieur Armstrong va emprunter le télescope de son voisin acheté 59,99€ seulement chez qui ? Et il fait ses premières observations de la splendide, que dis-je, effarante carte du ciel. Il a 19 ans, c'est bien beau tout ça, le télescope, les voisins, King Jouge et tout, mais il faut aller à l'université, donc il faut de l'argent. Et encore une fois, il en a pas des masses. Du coup, il existe un programme qui s'appelle le plan Holloway. Qu'est-ce qui permet ce plan Holloway ? Bien tout simplement de vous payer 6 années d'études contre 3 ans dans la Marines. Eh bien Neil rejoint la Marines. Après 78 missions et 121 heures de vol, de très bons vols, très bon pilote, Neil sort de la marine à 22 ans avec pas mal de médailles autour du cou. Tellement bon d'ailleurs qu'après quelques essais d'astronaute, il est vite choisi dès qu'il faut quelqu'un en mode ingénieur sur le coup. On appelle Neil. Neil, tu vas me chercher Neil s'il te plaît ? Non parce que je veux pas prendre le con de la compta. Janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy est élu président de l'Amérique. Il doit faire face à l'URSS et ce, en pleine guerre froide. Du coup, face au succès de l'ennemi qui a déjà envoyé Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, il est temps de faire bouger l'Amérique, non ? Alors il crée les missions Apollo. Le but de ces missions, il est très simple, et Kennedy le dit lui-même. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Et oui, très belle mission que de vouloir poser un homme sur notre seul satellite, Terre 1. Enfin, plus connu sous le nom de Lune. Neil est très intéressé par ces missions. Poser le pied sur la Lune, c'est... waouh ! C'est une consécration dans la vie d'un astronaute. Il choisit donc de poser son dossier de candidature pour la mission Apollo, mais là, il y a une semaine de retard quand même. Une semaine de retard, Neil. Par chance, et amitié, son ami décide de glisser son dossier dans la pile juste à temps. Bah alors Armstrong, on a des problèmes de paperasse ? On a la tête dans la lune. C'est bon, son dossier est passé, il fait partie du groupe des astronautes 2, et la presse les appelle les 9, puisqu'ils sont... 9. Le programme débute plutôt mal avec Apollo 1, puisqu'en 1967, il y a un feu qui se déclenche pendant l'entraînement au sol dans le cockpit. Les 3 astronautes à l'intérieur finiront calcinés. C'est un coup très dur pour la première mission du programme de Kennedy.
La mission initiale de Neil se passe dans Apollo 9. Son but est très simple, il s'agit simplement d'aller en orbite terrestre pour tester un module lunaire. Mais ça va pas vraiment se passer comme ça. Le patron des astronautes, Dex Layton, va mixer un petit peu les équipes, et finalement c'est Neil qui va se trouver dans la fameuse mission Apollo 11. Et il en est même le capitaine. Plutôt pas mal. Il est accompagné de 2 personnes. La première, c'est Buzz Aldrin, celui qui s'occupe de piloter le module lunaire. Et le deuxième, c'est Michael Collins, celui qui s'occupe de piloter le module de commande. D'ailleurs, notre petit Buzz, il pensait être le premier à mettre le pied sur la Lune, mais finalement, vu comme ils sont positionnés dans le cockpit, ça va être Neil Armstrong. Eh oui, c'est triste. Mais console-toi, Buzz, ton prénom va être donné à un personnage de dessin animé très connu. Est-ce que ça te dit quelque chose si je fais « Vers l'infini et au-delà » Eh oui, par peine, c'est Pixar qui va choisir d'appeler Buzz l'éclair Buzz, parce que Buzz a été deuxième et qu'il fallait un nom de personnage pour cet astronaute dans Toy Story. 16 juillet 1969, nos astronautes font leur premier pas dans le module Saturn V, celui qui va les emmener au module lunaire et ce même module lunaire qui les emmène sur la Lune. À 13h32, Saturn V décolle et 4 jours s'écoulent sans souci jusqu'à ce que l'équipe rejoigne Eagle, le fameux module lunaire, qui va les mener en direction de la Lune. Le commandant Neil va se rapprocher en mode manuel de la Lune, c'est très gris tout ça, et il va chercher un moyen d'atterrir sur un endroit plutôt apte. Eh bien c'est chose faite dans la mer de la Tranquillité, un cratère que tu verras facilement quand la Lune est pleine, et à l'œil nu. Finalement, à 20h17 et 39 secondes précises, ils se posent enfin sur la Lune. Bravo à eux parce que ce n'est pas chose aisée, heureusement que Neil est très compétent et son équipe aussi. Les 450 millions d'habitants ne manquent pas de suivre ça à la télé, demande à tes parents, peut-être qu'ils l'ont vu en direct, en tout cas c'est une chance. Après 6 heures de check-in, ils peuvent enfin mettre le pied sur la Lune. Les premiers mots de Neil bien choisis à l'avance sont légendaires. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Il plante le drapeau des États-Unis, il va abandonner par là une plaque signée du président Nixon, qui d'ailleurs va l'appeler blablabla, je suis le président, je suis fier de toi, bravo, petit bonhomme, la prochaine fois on va sur Mars. Comment tu t'imagines la Lune ? C'est ce qu'on peut se demander naturellement. Eh bien, selon les témoignages en tout cas, c'est un désert de sable gris avec un petit peu de poussière et une vue imprenable sur la planète Terre. S'imaginer seul sur ce terrain grave sans bruit, c'est un tout petit peu stressant. D'ailleurs, au sujet de la création de ce satellite, on peut se demander comment c'est arrivé. Eh bien, c'est très simple. Il y a un objet qui s'appelle Theia, enfin du moins il a été nommé Theia, qui fait la taille de la planète Mars. Eh bien, celui-ci serait entré en collision avec la Terre, et les débris que ça aurait causé, ce serait très rapidement, c'est important, très rapidement aurait formé une Lune, qui est devenue notre seul satellite. Donc faut imaginer qu'au départ, notre Terre n'avait pas de satellite. Eh bien, selon cette théorie, très impressionnante d'ailleurs, la Lune serait formée à partir de la Terre. En tout cas, on a retrouvé plein d'isotopes de titane qui sont les mêmes que sur la planète Terre. Bref, pour terminer cette mission, on peut se demander qu'est-ce que les astronautes ont laissé sur leur passage, à part justement ce drapeau des États-Unis qui d'ailleurs doit être plus en très bon état, puisque forcément là-haut il y a un moment où ça dépérit un petit peu, et la plaque du président Nixon. Eh bien, ils ont dû laisser sans doute des sacs à caca et pipi, puisque pourquoi ? Il fallait bien alléger le module pour mettre un maximum de roches lunaires à l'intérieur, du coup. Bon bah, sac à pipi, sac à caca, on y trouve aussi des bottes, et on nous trouve 2 balles de golf, puisque quand l'astronaute Alan Shepard a improvisé une petite partie de golf pendant la mission Apollo 14, eh bien, avec l'atmosphère, un tout petit coup dans la balle, et elle est partie miles away. Alors du coup, on les retrouvera pas, mais il y a des balles de golf sur la Lune, c'est un fait. Après 2h31 sur la Lune, il est temps de remonter, mais Buzz Aldrin, il a le doigt un petit peu trop solide, il a cassé le bouton d'allumage du moteur. Il a appuyé trop fort dessus, les réserves d'oxygène sont en train de se baisser, la poussière se fait épaisse, le module est inapte au départ, ils vont mourir. Non. Mais non, tutto bene, par chance Neil Armstrong a un stylo Bic sponsorisé par le président Nixon, il va pouvoir appuyer sur son bouton pressoir et c'est parti, les voilà décollés de la Lune. T'as flippé, non? Moi aussi. Ils décollent enfin pour notre planète Terre et ils amérissent dans l'océan Pacifique. Mission réussie. Après une tournée mondiale et pas mal de controverses sur ce voyage sur la Lune, Neil devient prof de génie aérospatial après avoir quitté la NASA à 41 ans. Il est d'ailleurs légendaire et ne se fera oublier par personne. Mais le 25 août 2012 à 82 ans, 18 jours après une opération du cœur, Neil quitte définitivement notre planète. Les opérations du cœur sont tellement délicates et précises que c'est sans doute ça qui l'a emporté. Durant une cérémonie sur un bateau, ses cendres sont dispersées dans l'océan en présence de sa femme, de ses proches et de belles musiques sifflées par les soldats.
C'est là que notre mission s'achève. Merci chaleureusement à l'Observatoire de Grenoble pour m'avoir accueilli, moi et mon équipe, c'est-à-dire Félix aux caméras et au micro et Clémence au maquillage et à l'assistance beauté. Et c'est grâce à des lieux comme ça et des personnes comme ça que les Tea Times sont aussi vivants. Ce passage sur la Lune déchaîne les passions pour le complot et crée encore et toujours la polémique. Le fait que le drapeau ait l'air de flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, mais il y a une explication à cela. Le module qui n'a pas remué le sol en se posant malgré la force du réacteur, mais il y a une réponse à cela. Et je ne voulais pas en parler dans l'émission parce que j'avais pas envie de souiller ce souvenir qui, pour moi qui adore tout ce qui concerne le cosmos, était cher à mon cœur. Et puis comme disait Aristote, en toute chose, c'est la fin qui est essentielle.